Peut-on réellement affirmer qu'aucune autre civilisation n'existe dans l'univers? Y a-t-il aujourd'hui des preuves formelles de l'existence des ovnis? Tout cela est-il de la science-fiction destinée à nous faire peur? On a maintenant des objets proprement immenses. Si c'est pas terrestre, là, c'est extraterrestre. Ce qui était quand même bizarre, les bords flous, rouge sombre. Ces engins semblent pilotés par une intelligence. J'ai vraiment eu l'impression de voir passer nos villes anciennes. Ils avaient une forme humanoïde, avec 2 yeux, un nez et une bouche. Nous avons mené l'enquête, recueilli les témoignages les plus troublants et interrogé les meilleurs experts. OVNI, extraterrestre, mythe ou réalité? Mais vous n'avez encore rien vu. Car pendant des années, des dossiers concernant des observations d'OVNI ont été classés top secret. Aujourd'hui, pour la première fois, ils sont révélés au grand public. Des hommes politiques, des militaires, parlent et vous racontent ce qu'ils ont caché pendant des années. OVNI, les nouvelles preuves, c'est dans la deuxième partie de l'émission. OVNI, objet volant non identifié. Un acronyme qui fait sourire et qui déclenche même parfois la moquerie. Pourtant, selon un sondage récent, 1 Français sur 2 croit à l'existence des extraterrestres. Plus incroyable encore, chaque année, 300 personnes affirment avoir été témoins de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors, s'agit-il d'hallucinations ou de témoignages sérieux? Les extraterrestres sont-ils vraiment parmi nous? Nous avons enquêté et fait le tri entre information et supercherie. Bienvenue au cœur de l'étrange. Regardez, vous ne rêvez pas, ceci est une soucoupe volante. Cette image a été filmée par un automobiliste, visiblement très excité par le spectacle. On y voit un vaisseau de plusieurs dizaines de mètres de diamètre survoler une zone industrielle. Quand la voiture s'arrête, c'est surréaliste. La soucoupe se met en position stationnaire avant d'atterrir. On se croirait dans un film d'Hollywood. C'est presque parfait, à quelques détails près. Pour 90% des personnes, je vais dire, je peux comprendre que ça soit très impressionnant. Ici, on voit ici l'objet ici dans son intégralité, avec des bords effilés de chaque côté. Et quand on avance un petit peu dans la vidéo, quand on fait une pause sur une certaine image de cette vidéo-là, on voit ici qu'il manque la partie droite de l'objet. Donc c'est une erreur d'incrustation, ça aussi. Cette vidéo est donc truquée, cela ne fait pas de doute. Tout comme bon nombre d'autres disponibles sur Internet. Mais verra-t-on un jour au-dessus de nos têtes des engins comme celui-ci? Des soucoupes gigantesques, mesurant des centaines de mètres de long, et dotées d'une technologie incroyable, pourront-elles un jour arriver sur Terre? Est-ce concevable une seule seconde que des êtres venus d'ailleurs viennent un jour nous rendre visite? Tout cela est-il vraiment de la science-fiction destinée à nous faire peur? Peut-on réellement affirmer aujourd'hui qu'aucune autre civilisation n'existe dans l'univers? Nous avons mené l'enquête, repris tous les témoignages, analysé tous les indices. La plupart du temps, ce que nous observons dans le ciel n'a strictement rien à voir avec des ovnis.
Ici, ces points rouges qui clignotent dans le ciel ne sont que des lanternes thaïlandaises lâchées en plein ciel lors d'un mariage. Là, il s'agit de simples ballons météo qui, avec les reflets du soleil, peuvent prêter à confusion. Plus spectaculaire, cette soucoupe volante n'est autre qu'un nuage dit lenticulaire. Seulement voilà, des centaines de milliers de vidéos laissent place au doute, parce qu'aucune autre explication logique et cartésienne n'a pu être apportée par les spécialistes des ovnis. Parmi les cas non élucidés, un des plus célèbres au monde concerne ce que l'on appelle les lumières de Phénix aux États-Unis. Ces images ont été filmées par des vidéastes amateurs. C'était le 13 mars 1997. Hey, Sue! Oh my God! The time is about 10 o'clock, Sue? Yes. 10 o'clock, March 13th, Thursday night. Isn't that weird? Look at that. À l'autre bout de la ville, un autre témoin filme la même scène sous un angle différent. Pendant près de 5 minutes, l'objet de la taille d'un terrain de football va survoler l'État de l'Arizona. Et puis les lumières vont disparaître, les unes derrière les autres. On a maintenant des objets proprement immenses. C'est-à-dire que les références changent. Enfin, les référents langagiers sont plus la ville, le supermarché, le hangar. C'est des objets tellement grands, le stade de football, que les gens n'ont plus que ces références-là pour expliquer ce qu'ils ont vu. Alors, existe-t-il aujourd'hui des preuves formelles de l'existence des ovnis? Comment expliquer le silence des gouvernements du monde entier dès lors qu'un phénomène inexpliqué se produit? Sommes-nous préparés si toutefois une autre civilisation venait nous rendre visite? Les ovnis sont-ils parmi nous? Mythe ou réalité? À vous de juger. Base aérienne militaire de Creil en banlieue parisienne. Ici, en 1975, un étrange phénomène s'est produit. À ce jour, il reste inexpliqué. L'homme qui en a été le témoin, le voici. Ce n'est pas n'importe qui. Jacques Crane est un homme intelligent et rationnel, capable de faire face aux situations les plus imprévues. Et pourtant, depuis 37 ans, il croit dur comme fer aux ovnis, et pour cause, ce qu'il a vu est tout simplement extraordinaire. Jacques Crane a accepté de nous faire revivre minute par minute ce moment le plus intense de sa vie. Nous sommes le 23 septembre 1975. Ce jour-là, lui et son coéquipier partent s'entraîner à bord de leur Mirage 3. Objectif de l'exercice, l'interception d'un avion ennemi. Un exercice de routine pour ces as de l'armée de l'air. Alors que les Mirages se trouvent entre Reims, Cambrai et la frontière belge, les deux hommes voient soudain surgir de nulle part ce qu'il est convenu d'appeler un objet volant. Et là, à ce moment-là, est apparu devant notre trajectoire, la gauche vers la droite, ce qui ressemblait à ce qu'on a d'abord pris pour l'avion de ligne, quoi. On aurait dit un grand paysage fuselé avec des hublots et des lumières à l'intérieur. Là, je demande au contrôleur s'il voyait quelque chose, il me dit j'ai rien. C'est pas normal, il y a un autre avion qui arrive dans notre secteur de travail et ça peut être dangereux. Un objet volant qui n'apparaît pas sur les radars. S'agit-il d'un avion furtif ou bien d'un appareil ennemi qui aurait violé l'espace aérien français? Les deux pilotes décident alors de le prendre en chasse. Et ce qui n'était qu'un exercice devient alors une opération militaire bien réelle. Donc on met un peu de charbon dans la chaudière, fausse combustion, et là on essaye de foncer dessus pour l'intercepter. Et là on passe en supersonique, on essaye de faire une poursuite derrière lui, et à une distance on arrive
où on arrive, peut-être pour lui, il y a une distance de sécurité, paf, il nous laisse sur place, il nous dépose sur place. Bon, au bout d'un moment, on arrête la poursuite. Les Mirage 3 sont les avions les plus rapides de l'époque. Ils volent à ce moment-là à près de 2000 km à l'heure. Pourtant, ils sont incapables de poursuivre cet appareil qui file à une vitesse astronomique et qui défie toutes les lois de la physique. Au bout de 5 minutes, les deux pilotes de chasse s'avouent vaincus et reprennent l'entraînement, quand soudain le mystérieux engin surgit une nouvelle fois. Et la paf, et l'appareil de nulle part, cette espèce d'avion ou d'aéronef qui surgit de nulle part, et qui semble nous observer. Et là, on est bien perplexe. Et on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? L'objet mesure environ 50 mètres de long. Et au bout de quelques minutes, il se volatilise en un clin d'œil. Sur l'écho-radar de la base de Creil, toujours aucune trace. Le contrôleur aérien s'inquiète. Et si les deux pilotes étaient victimes d'hallucinations dues au manque d'oxygène? Les deux hommes rassurent la base, leur masque est en parfait état de marche. Les deux pilotes gardent leur sang-froid malgré la menace potentielle. Ils sont prêts à riposter lorsque l'objet réapparaît une troisième fois, virevoltant autour des deux mirages. Les deux militaires restent impuissants face à cet ovni. Là, il est parti dans l'espace en train de courir après ce truc qui se défile à une vitesse pas possible. Et puis là, il nous laisse sur place. Et il se sauve, le fourbe, il disparaît à la vitesse du grand V. Cette stupéfiante expérience a duré en tout et pour tout une quinzaine de minutes. Les deux pilotes rentrent à la base. À l'atterrissage, ils ne savent pas quoi penser. Si j'avais été seul, peut-être qu'on m'aurait convaincu que j'avais eu quelque chose qui n'existe pas. Et mon collègue, comme je vous dis, qui était un type bien mental, bien structuré, lui, il avait dit, on a vu la même chose. C'est-à-dire, on a quand même un truc qui se baladait, en résumant, qui avait l'air de nous observer, et quand on y fonçait dessus, ça disparaissait à la vitesse au-delà de l'éclair. Donc, ça, on l'a vu. Alors, si même des pilotes de chasse, l'élite de l'armée de l'air, ne sont pas capables d'identifier ce truc, comme ils disent, de quoi s'agit-il? Si c'est pas terrestre, c'est extraterrestre. Alors là, toutes les philosophies, toutes les théories sont possibles. Les deux pilotes sont particulièrement troublés. Ils ne savent pas quoi faire. Car ils sont conscients qu'un rapport officiel pourrait gravement nuire à leur réputation de militaires exemplaires. Il y a un commun accord avec mon collègue, on dit bon, on garde ça pour nous. Si on raconte un truc pareil, si ça a un intérêt, ou on va chez le psy, ou on est au secret. Bon, la prudence demande qu'il y avait déjà assez dans ce concept. C'était pas l'ambiance. Souvent, les gens qui rapportaient des observations, soit on disait qu'ils avaient fumé de la moquette, soit c'était pas l'ambiance. Bon. Jacques Crine attendra 15 ans avant d'oser raconter son histoire. Il faut dire qu'en France, comme partout dans le monde, le phénomène OVNI est un sujet tabou. Même l'organisme français chargé de les étudier ne prononce jamais le mot. Nous sommes à Toulouse, siège du très renommé Centre national d'études spatiales, le CNES. Ici a été créé en 1977 un groupe d'études des phénomènes non identifiés, le GEPAN, qui analyse les témoignages des personnes ayant observé d'étranges manifestations. Le rôle du GEPAN est d'étudier tout ce qui semble inconnu venant de l'atmosphère. Donc il y a des retombées de satellites, des retombées de fusées, il y a des météorites, et puis de temps en temps il y a un objet volant non identifié. Et quand cet objet volant se pose et laisse des traces, on envoie une équipe de scientifiques pour faire des analyses. Chaque année dans le ciel français, on recense plus de 300 observations de phénomènes aérospatiaux. Parmi elles, 22% ne trouvent pas d'explication rationnelle après analyse scrupuleuse du GEPAN. Restent donc environ 70 témoignages par an, où les membres du CNES avouent ne pas être en mesure d'apporter une réponse logique à ces observations.
Pour autant, les scientifiques se refusent à parler d'OVNI. Même lorsque les témoins sont particulièrement crédibles, comme par exemple les pilotes de ligne, des hommes au mental d'acier, suivis psychologiquement, et dont la parole ne peut être mise en doute. Voici Jean-Charles Duboc, ancien commandant de bord sur Air France. En 1994, il a vu depuis son cockpit un objet volant de la taille de la Tour Eiffel. J'ai eu la surprise un jour de croiser un objet dans le ciel énorme, un engin qui faisait plusieurs centaines de mètres de diamètre. C'était le 28 janvier 1994, avec mon équipage, puisqu'on était une copilote et puis un stew dans le poste. Nous sommes à Nice. Ce jour-là, l'équipage du vol AF3532 embarque à bord d'un Airbus A320 pour un vol Nice-Londres. Le temps est clair, le ciel dégagé, tout s'annonce pour le mieux. Alors que l'avion survole la région parisienne, à hauteur de Coulommiers, le commandant de bord aperçoit au loin un autre appareil qui attire son attention. Et donc moi j'ai vu un engin qui était quand même bizarre, les bords flous, rouge sombre, qui s'est mis en vol stabilisé, des ailes horizontales, sans bouger, il était assez proche de nous. On l'a vu pendant 1 à 2 minutes sur la gauche de l'appareil. Et puis cet engin, il s'est gommé dans l'espace. À un moment, il n'y a eu plus rien, donc on était vraiment plus que surpris. Puis on s'est dit, bon, ça on ne connaît pas, c'est pas du tout un avion, c'est autre chose. L'équipage signale bien sûr cet intrus au contrôleur aérien, mais sur l'écran, aucune trace de l'objet. Du coup, le commandant Duboc refusera lui aussi de faire un rapport pour signaler son étrange observation, là encore de peur du ridicule. J'ai refusé de faire le rapport. Parce que moi, dans ma carrière de pilote, j'ai jamais eu d'informations là-dessus. Bon, j'avais quand même plus de 40 ans, j'avais jamais entendu parler d'OVNI dans l'aviation. Jamais. Aujourd'hui, Jean-Charles Duboc est convaincu d'avoir vu un OVNI. D'autant qu'il apprendra, quelques années plus tard, que cet objet est bien apparu sur les radars, mais pas sur les radars civils, ceux de l'armée. Pour autant, le GEPAN restera sceptique sur le vol d'Air France et refusera d'envisager une hypothèse extraterrestre. Ce cas s'avère donc inexpliqué, avec des témoignages cohérents pour une observation tout à fait étrange. Tout de même, le cas de l'Airbus intrigue. Et nombreux sont ceux qui pensent que ce que Jean-Charles Duboc a vu était bien de nature extraterrestre. Parmi eux, il y a plusieurs généraux de l'armée, dont Denis Letty. En 1999, il publie un rapport explosif, le rapport Cometa. Avec d'autres responsables militaires et civils, il a épluché des centaines de cas d'observations troublantes à travers le monde. Ses conclusions sont sans appel et figurent en titre du rapport « OVNI, à quoi doit-on se préparer ?» Comme l'armée a depuis très longtemps des rapports montrant de façon certaine, à travers des détections radar ou des témoignages de gens particulièrement qualifiés, qu'il y a une intelligence qui se promène impunément dans notre environnement, évidemment, ils se sont dit, il faut quand même qu'on alerte les autorités. Ce rapport affirme que les ovnis existent et qu'ils posent un problème pour la sécurité nationale. Le général Denis Letty n'y va pas par 4 chemins. Il dit tout haut ce que certains pensent tout bas depuis des années. Vu la qualité des témoins et ceux qui les observent, ces engins semblent pilotés par une intelligence. Bon, eh bien, la moins mauvaise ou la meilleure explication, c'est que ce sont des véhicules qui viennent de l'extérieur. Quand Denis Letty parle de l'extérieur, il veut dire extraterrestre. C'est l'une des conclusions choc de son rapport.
En l'absence d'explication des phénomènes observés, l'hypothèse d'une origine extraterrestre ne peut plus être écartée. Vous avez un certain nombre d'officiers supérieurs et d'officiers généraux qui ont travaillé sur ce rapport Cometa. C'est quelque chose de solide qui parvient à 4 conclusions. Les ovnis existent, c'est la manifestation d'une intelligence. Cette intelligence n'est pas d'origine humaine. Hypothèse numéro 1, extraterrestre. Et le groupe Cometa ne se contente pas d'affirmer que les extraterrestres existent bel et bien. Il anticipe également un contact avec ces êtres venus d'une autre galaxie. Un contact qui serait lourd de conséquences pour l'avenir de l'humanité. Face à une arrivée éventuelle d'extraterrestres, il y a toujours 2 hypothèses. Ils sont très gentils, ils vont venir nous dire « vous polluez la planète, vous avez une bombe atomique, il faut arrêter, aimez-vous les uns les autres ». Et puis vous avez l'autre hypothèse qui dit « ils vont nous détruire parce qu'ils sont très intéressés par quelque chose qui manque terriblement sur leur planète et ils vont venir, ils vont tuer tout le monde et ils vont s'implanter sur la planète Terre pour exploiter ce gisement ». Face aux dangers potentiels que représentent les ovnis, le groupe Cometa envoie son rapport en 1999 au président de la République Jacques Chirac et à son Premier ministre Lionel Jospin. Et chose incroyable, les conclusions des experts resteront lettre morte. Les 2 dirigeants français ne donneront aucune suite au travail du général Denis Letty. Alors comment expliquer le silence des politiques? Y aurait-il une volonté de dissimuler des informations afin d'éviter la panique de la population? Ce qui s'est passé dans le ciel français il y a 22 ans pourrait le laisser penser. Tout commence le 5 novembre 1990, il est environ 19 h. Des milliers de Français un peu partout sur le territoire vont apercevoir dans le ciel un étrange phénomène. Il y a même tout un équipage en vol au-dessus du Massif central qui va observer la même chose. Hier soir, vers 19 h, en revenant du bout de la rue du lotissement, j'ai aperçu un phénomène lumineux, mais les contours de l'objet, si on peut dire, n'étaient pas très précis. C'était surtout des points qui me permettaient de définir la forme d'un losange ou la forme d'un hexagone. Un témoin s'est emparé de son caméscope pour filmer ce spectacle inimaginable. Un triangle lumineux que l'on voit ici en bas de l'image, à droite, suivi d'une traînée blanche. Thierry Reynaud, publicitaire à Paris, et 2 de ses collègues donnent une description plus précise de ce qu'il a vu ce soir-là. Nous avons aperçu un objet gigantesque délimité par 3 balises blanches. Et à la base de ce triangle, nous avons également noté un feu blanc, comme une poursuite de scène à peu près, le tout se déplaçant lentement. Nous avons pu observer cet objet pendant à peu près 2 minutes, jusqu'au moment où il a disparu dans la zone Trocadéro-Tour Eiffel. Mais les témoignages les plus étonnants viennent de Seine-et-Marne, en banlieue parisienne. Ce soir-là, Jean Grélé, ex-commandant de bord sur Air France, est dehors avec un groupe de 7 personnes. Ce qu'ils ont vu ne laisse apparemment pas la place au doute. J'ai réalisé que j'avais affaire à quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie. Ça, c'est absolument certain. En 17 000 et plus heures de vol, en 40 ans, je n'avais rien vu de semblable dans le ciel, ça c'est certain. Car ce ne sont pas que de simples lumières blanches qui ont été observées, mais bel et bien un vaisseau spatial gigantesque, ce qu'il est convenu d'appeler un ovni. Et ça reste quelque chose d'inexplicable. Ces dimensions me sont apparues immédiatement comme gigantesques. Cette impression de lenteur majestueuse, ça m'a véritablement frappé. J'ai vraiment eu l'impression de voir passer une ville dans le ciel. Une ville, tellement ça m'a paru grand. Rendez-vous compte, les témoins parlent d'un objet de 300 mètres de long et de 80 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 20 étages. L'OVNI a poursuivi sa route en Allemagne, et la première explication de ce phénomène va venir de l'observatoire de Munich. Il s'agirait en fait d'une météorite qui serait entrée dans l'atmosphère. Seulement cette explication est loin de faire l'unanimité,
dans la communauté scientifique. Quand les gens de l'Observatoire de Munich disent c'est sûrement une météorite, je suis vraiment sceptique. C'est peut-être vrai, mais si c'est le cas, ce sera très surprenant, très intéressant. Et en tout cas, c'est un phénomène inhabituel. Certains objets qui ont été observés, je veux dire, ne collent pas avec la réalité d'une rentrée atmosphérique. Que ce soit la durée de l'observation, le sens de la direction de l'objet, on a en tout cas la certitude pour plusieurs dizaines de cas que c'est autre chose que les gens ont vu. Il y avait un agriculteur qui était sur son tracteur et qu'il labourait de nuit. Il était grosso modo face au sud et il a vu une lumière venant à peu près du sud-ouest et qui plongeait sur lui en grossissant très très vite. Alors au bout d'un moment il s'est dit, bon, je suis pas mort. Alors il a regardé, il n'y avait plus rien, il s'est retourné et il a vu la chose qui partait derrière lui au-dessus du plateau, qui est allé contourner un relais de télécommunication, qui est revenu, qui est repassé devant lui et qui a continué en direction du nord-est. 3 jours plus tard, après la météorite, une nouvelle explication est apportée par la NASA cette fois. Et c'est cette version qui sera retenue par le CNES une bonne fois pour toutes. Le CNES annonce aux agences de presse qu'il s'agissait de la rentrée d'un 3e étage d'une fusée soviétique ayant servi à lancer un satellite de télécommunication. Et à partir de là, bon, ça va être un petit peu circulé, il n'y a rien à voir en gros. Hein. Officiellement, l'objet observé le 5 novembre 1990 ne serait donc pas un ovni, mais les débris d'une fusée soviétique rentrant dans l'atmosphère. Une fusée lancée un mois plus tôt depuis la base de Baïkonour au Kazakhstan. Après avoir placé en orbite un satellite, le 3e étage de la fusée serait retombé en traversant le ciel français des Landes vers l'Alsace. Il faut se représenter dans l'espace quelque chose qui rentre dans l'atmosphère, qui commence à brûler un petit peu au-dessus de 100 km d'altitude, et puis qui traverse la France en diagonale et en à peu près 2 minutes. Mais cette version officielle donnée par la NASA pose problème, car elle ne correspond en rien aux observations faites par bon nombre de témoins. Un cas isolé, on peut l'écarter en disant, bon, erreur de perception, anomalie. Quand il commence à y avoir entre 50 et 70 erreurs de perception sur 1 heure de temps dans la France entière, avec toutes sortes de gens, des médecins, des ingénieurs, des pilotes. Cette vague d'observation du 5 novembre 1990 va pendant des années faire débat. Faut-il croire à la chute d'une fusée ou à la visite d'un objet volant non identifié? Alain Delon, invité à la télévision, a choisi son camp et il l'exprime sans tabou face à la France entière. D'abord, on a toujours l'impression qu'on veut cacher la vérité aux gens parce qu'on ne veut pas leur faire peur, on ne veut pas les effrayer. Ça, c'est une histoire qui date de très longtemps aux États-Unis aussi. Paraît-il qu'au Pentagone, on a récupéré des ovnis, etc. Mais on ne dit rien parce qu'on ne veut pas effrayer. Moi, personnellement, ça me fait rêver. Je ne crois pas du tout à cette explosion du satellite russe qui aurait traversé la diagonale Pau-Strasbourg comme ça. Non, j'y crois pas. Mais ça, c'est mon affaire. Mais de toute façon, vous croyez à quoi alors? Je crois aux ovnis. Il faut croire aux ovnis. Il faut croire qu'on n'est pas seul. C'est pas possible qu'on soit seul. Dans cette interview, Alain Delon stigmatise le silence des politiques sur la question de l'existence d'une civilisation extraterrestre. Un silence qui est systématique dès lors que d'étranges phénomènes se produisent dans le ciel. Il y a pourtant une exception, et elle est unique. Il s'agit de l'ancien ministre de la Défense canadien, Paul Hellyer. Écoutez-le bien, lors de cette conférence à Washington en avril 2008, il affirme que le contact avec des aliens a déjà eu lieu. Decades ago, visitors from other planets warned us about where we were headed and offered to help. But instead, we, or at least some of us, interpreted their visits as a threat and decided to shoot first and ask questions after. À peine croyable, un ministre chargé de la sécurité nationale de son pays pendant des années
qui, face aux caméras, avoue que son gouvernement a été en guerre avec des vaisseaux venus d'ailleurs. Difficile d'imaginer que cet homme respectable et respecté ait inventé cette histoire de toutes pièces. Peut-on alors, d'un revers de manche, balayer l'existence des ovnis et des extraterrestres? Ce serait sans compter l'histoire de l'humanité. Il existerait sur Terre plusieurs traces du passage d'ovnis. Ces visites remonteraient à plusieurs milliers d'années. Cette théorie a été élaborée dans les années 60 par Eric van Daniken, un écrivain suisse passionné d'ovnis. Elle s'appelle la théorie des anciens astronautes. On trouve trace d'observations d'ovnis, ou en tout cas de choses qui peuvent ressembler à nos observations d'ovnis contemporaines, finalement depuis que l'humanité est en capacité d'écrire des chroniques et de rapporter des choses. Effectivement, la planète est peut-être sous surveillance depuis des milliers d'années. Peut-être qu'ils sont intervenus ponctuellement. D'après cette théorie, les extraterrestres auraient laissé des stigmates de leur passage un peu partout sur la planète, et notamment au Pérou, sur le site Inca de Nazca, un lieu très difficilement accessible, perdu dans les montagnes. On y distingue très clairement de très longues lignes droites. La plus longue mesure près de 30 km. Et on peut se demander qu'est-ce qui leur a pris à ces Indiens du Pérou de tracer des figures tout à fait étonnantes, très géométriques, très bien stylisées, des lignes droites également. Sur une crête, une piste a été aménagée. Les Incas ont déblayé des tonnes de roches, un travail titanesque. Mais pourquoi faire? Selon la théorie des anciens astronautes, il s'agit ni plus ni moins d'un aérodrome pour ovnis. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Alors on peut imaginer que peut-être ils avaient eu des visites d'extraterrestres qui étaient repartis et qu'à une certaine époque ils ont essayé de les faire revenir en traçant ces lignes sur le sol. Preuve pour certains que les Incas communiquaient il y a près de 2000 ans avec des extraterrestres, ces dessins qu'ils ont tracés au sol. Des figures gigantesques, mesurant entre 50 et 200 mètres, et seulement visibles depuis le ciel. Un singe, un colibri, et même cette curieuse silhouette humaine qui fait un signe de la main. Mais à qui? Ça a donné lieu effectivement à beaucoup d'interrogations. Pourquoi? Parce qu'on les a découvertes tardivement. Elles étaient dans des hauts plateaux andins qui étaient très difficilement accessibles. Il fallait vraiment aller s'y balader en avion. Et ensuite parce qu'elles étaient clairement faites pour être vues du ciel. Alors qu'elles avaient été conçues à une époque où normalement il n'y avait aucun objet pour se balader dans le ciel. Le site de Nazca reste aujourd'hui l'un des plus grands mystères de notre planète, et ce n'est pas le seul. Les pyramides, que l'on retrouve en Égypte, en Amérique centrale et même en Inde, restent aujourd'hui une énigme. Comment expliquer que 3000 ans avant Jésus-Christ, des hommes avec des outils rudimentaires, sans technologie, aient pu construire seuls des édifices aussi complexes et massifs? Aurait-il bénéficié d'une aide extraterrestre? En gros, à un moment donné, l'humanité a bénéficié d'un coup de pouce. Certains vont même plus loin. À l'époque, les tenants des anciens astronautes vont même dire que les humains sont vraisemblablement le fruit d'une hybridation extraterrestre. Ainsi, depuis l'Antiquité, les aliens n'auraient cessé de nous rendre visite. D'ailleurs, certains en trouvent des preuves dans l'art de la Renaissance. Regardez par exemple dans la tapisserie du XVe siècle exposée à la basilique de Beaune, en Bourgogne. Ce tableau représente des épisodes de la vie de la Vierge Marie. Derrière les personnages, au-dessus des maisons, on y voit un objet qui ressemble étrangement à une soucoupe volante. Autre exemple surprenant, avec cette peinture, la crucifixion, datant de 1350, exposée dans un monastère au Kosovo. On observe en haut, à gauche et à droite de l'œuvre, de mystérieux petits vaisseaux. On a effectivement des objets
qui semblent être des objets technologiques, hein, puisqu'on voit bien des entités qui sont posées à l'intérieur, un qui tient même ce qui ressemble à un levier de commande. Hein. Et ce n'est pas fini. Voyez la Madone et Saint Giovannino. Peint au XVe siècle, ce tableau est exposé au Palazzo Vecchio à Florence en Italie. Au-dessus de l'épaule de Marie, un homme regarde passer un engin lumineux qui flotte dans le ciel. Incroyable. Alors si cette théorie des anciens astronautes paraît séduisante, elle est loin d'apporter la preuve absolue de l'existence d'une civilisation extraterrestre. Cette preuve, il y a pourtant un organisme qui la cherche depuis les années 60. Le SETI, un réseau d'antennes ultra perfectionnées à l'écoute de l'espace. Une centaine de scientifiques basés en Californie y travaillent. Leur objectif, capter dans l'univers d'éventuelles ondes radio émises par une autre planète. Les astrophysiciens, les exobiologistes décodent tous les signaux qui viennent du cosmos pour voir s'il n'y a pas un signal qui serait un signal artificiel. Et ils espèrent un jour avoir le contact. Pendant une quinzaine d'années, aucun signal extraterrestre n'a été capté. Aussi le SETI décide-t-il en 1974 d'envoyer un message dans l'univers à destination d'un monde inconnu. Ce message contient des informations codées sous la forme de dessins colorés. En rouge, le corps humain et son anatomie. En bleu, notre ADN. En mauve, le télescope d'Arecibo à Porto Rico d'où est envoyé le message. Toutes ces données sont supposées expliquer qui nous sommes à ceux qui le recevront. À ce jour, le SETI n'a reçu aucun message en retour. Mais les passionnés d'OVNI et les ufologues sont convaincus pour leur part que les extraterrestres ont déjà répondu. Et la réponse se trouve ici, à Shibolton en Angleterre, en pleine campagne. Il ne s'agit pas d'un message radio, mais de ce que l'on appelle un crop circle, une figure géométrique qui apparaît dans les champs. Regardez bien ce crop circle. Il ressemble très étrangement au message envoyé par le SETI 27 ans plus tôt. C'est à nouveau un rectangle, mais qui est une quasi-copie du message numérisé qui a été envoyé par les radioastronomes d'Arecibo. Étonnant, non? Les crop circles sont des phénomènes encore méconnus à ce jour. Il en apparaît près d'une centaine chaque année, essentiellement dans la campagne anglaise. Ce sont des dessins aux formes très complexes qui n'apparaissent qu'en quelques heures. Leur diamètre peut atteindre plus de 100 mètres. Et ils ne sont visibles que depuis le ciel. Il n'y a aucune marque, le blé n'est pas cassé, il est courbé. Parce que vous prenez une tige, hein, tac, elle casse. Hein. Et donc le blé est courbé. Donc ça pose problème aujourd'hui. Et donc on estime que ça, ce sont les vrais crop circles. Il y en a qui sont d'une précision et d'une complexité telle qu'une fabrication humaine paraît peu probable. Pour les agriculteurs de la région, il s'agit d'un canular. Et devant la caméra de la télévision anglaise, ils en font même la démonstration. Seulement, ils sont bien incapables de reproduire des figures aux formes complexes. Je sais qu'il y a des crop circles qui ont été faits par les hommes. Ça, c'est une évidence. Je sais qu'il y a d'autres crop circles où on se demande comment des hommes ont réussi en une nuit à faire un dessin affreusement compliqué et parfaitement réalisé qui fait 150 ou 200 mètres de diamètre. Quand on va sur le web et qu'on tape photo de crop circle, on est quand même impressionné. Alors, comment sont fabriqués les crop circles? À ce jour, la réponse reste un mystère qu'aucun scientifique n'est capable d'expliquer.
Mais il n'y a pas que dans les champs de blé où d'étranges phénomènes se produisent. Direction le col de Vence, sur la côte d'Azur, près de Nice. Voici Pierre Bic, 56 ans. C'est un passionné d'OVNI. Il en a vu à plusieurs reprises. Le premier, c'était le 5 mars 1994, au col de Vence, justement. J'étais un soir avec ma femme, mon fils. On était monté comme on monte souvent, et c'était le 5 mars, il faisait un peu frais, le ciel était magnifique. Il n'y avait aucune lumière qui nous gênait, on était là comme d'habitude, on discutait, on regardait le ciel. Et d'un seul coup, il y a un truc, je sais pas, c'est pas normal. Et en fait, c'est une lumière blanche qui scintillait. Qui était fixe au-dessus de la colline. Et là, j'ai dit, attendez, il y a un truc qui ne va pas. Et au moment où j'ai dit ça s'est mis lentement à bouger. Il y a une deuxième lumière qui s'est allumée, beaucoup plus grosse, et une troisième. Et ça formait un triangle parfait. Et l'ensemble se déplaçait, alors dans un silence total, comme au cinéma. C'était majestueux. Et ça se déplaçait comme ça à travers les étoiles. Alors, et ça masquait les étoiles derrière, donc c'était physique. On est bien d'accord. J'ai bien vu le triangle qui passe au-dessus de notre tête. Ça s'est dématérialisé sous nos yeux. Et ça a duré 2 minutes 30. Depuis ce jour de mars 1994, Pierre Bic est devenu un chasseur d'OVNI. Avec d'autres passionnés, il passe beaucoup de temps sur cette route du col de Vence, caméra et appareil photo à la main. Mais on monte ici parce que cette passion qui nous unit, c'est le ciel, c'est voir quelque chose si possible. Alors quand on dit voir quelque chose, on est là pour voir le même phénomène, c'est les ovnis. Il y a des objets qui volent, qui ne sont pas compatibles avec ce qu'on a déjà vu sur Terre. C'est connu, les étoiles filantes, satellites, tous les objets qui volent. On arrive à voir parfois d'autres choses qui ne sont pas vraiment compatibles avec ce qu'on a appris. Et c'est ça qui nous passionne le plus. Et c'est comme cela, par hasard, qu'il a découvert un jour les invisibles, des objets volants que l'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'il parvient à capter avec son appareil photo numérique. Voici quelques-uns des clichés, ce qu'il appelle ses photos surprises. La photo surprise est rare. Pareil, c'est comme voir quelque chose, c'est du domaine de la rareté. La bonne photo surprise, voilà, on la voit, une fois qu'on l'a, on sait qu'elle est rare, elle est belle, elle est unique, elle ne va pas se reproduire de suite, donc on sait qu'on tient quelque chose. Mais c'est toujours pas les photos surprises, ça veut dire que nous on n'a rien vu à l'œil nu. Nous retrouvons Pierre Bic avec ses amis dans un restaurant. Ils veulent nous montrer en quoi ces photos surprises sont déroutantes et pourquoi elles pourraient être assimilées à de véritables ovnis. On ne voit rien à l'œil nu. Et comme on peut voir sur la prise photographique, il y a une source lumineuse qui apparaît. Alors qu'on confirme tous, parce qu'on était tous autour, rien n'est visible à l'œil nu. Et on a ce phénomène lumineux qui apparaît. Celle-là, elle est très curieuse parce que là, on faisait des photos de coucher de soleil à travers les rochers, donc c'est quelque chose d'esthétique qu'on faisait, que j'aime bien faire. Et là, on voit très nettement le soleil à gauche et on voit ce rond noir qui apparaît dans l'image. Et vu la grosseur de la chose, c'est quand même gros. Et ça, on voit que c'est un arrière-plan du rocher. Donc on voyait la perfection de ce rond. On voit bien que c'est pas voilà, c'est pas un caillou, que c'est pas un oiseau, que c'est pas... Les méchants diront c'est un ballon de rugby, mais bon. Voilà, donc cette chose n'a rien à voir dans l'image. C'est incompréhensible. Même les scientifiques à qui j'ai discuté ne comprennent pas. Comme ses amis, Pierre Bic est intimement persuadé de l'existence des ovnis. Son rêve, comme tous les ufologues, vivre un jour une rencontre du troisième type, comme le cinéaste Steven Spielberg l'avait imaginé en 1977. Du cinéma à la réalité, il n'y a qu'un pas, car des rencontres avec des extraterrestres se seraient en fait déjà produites. Aux États-Unis, des milliers de témoins à travers le pays prétendent avoir été enlevés par des créatures venues d'une autre planète.
Le récit le plus connu est celui d'un bûcheron, Travis Walton. Nous sommes le 5 novembre 1975. À l'époque, Travis a 20 ans. Il est 18 h. Il fait nuit. Avec quelques amis, ils décident de terminer leur journée harassante dans le bois de Snowflake, à 250 km de Phoenix, en Arizona. Alors qu'ils roulent, les 7 jeunes sont soudain attirés par une lumière vive qui brille derrière les arbres. Ils décident d'aller y voir de plus près. Tout d'un coup, ils ont vu arriver un engin lumineux qui s'est approché d'eux. Ils ont arrêté la camionnette et Travis Walton, il est sorti de la camionnette et il s'est avancé vers l'OVNI. Je n'avais jamais rien vu de tel. Cette chose n'était qu'à quelques dizaines de mètres. Quand j'ai réalisé que Travis marchait, s'avançait, qu'il était déjà arrivé au niveau de cette chose, j'étais complètement ébahi. Les bûcherons sont terrifiés. Il faut fuir. Mais Travis est fasciné par le spectacle qui s'offre à lui et n'écoute pas ses camarades. Il va le regretter. C'était tellement puissant que j'étais sûr que ça l'avait tué. Tout le monde dans la camionnette pensait la même chose. Ils me criaient tous « Allez, partons d'ici !» Et ses camarades l'ont vu être pris dans un faisceau lumineux et qu'il l'a embarqué. Il l'a enlevé, il est comme s'il était dans un ascenseur, il a été embarqué. Ils ont eu la trouille de leur vie, ils sont partis. Les collègues de Travis Walton sont formels. Ils ont vu leur ami être enlevé par un ovni dans la forêt. Ils partent alors raconter leur histoire à la police. Seulement les inspecteurs vont douter de leur version. J'ai commencé à soupçonner ces individus d'avoir fait quelque chose à Travis, de l'avoir blessé, et peut-être même de l'avoir tué, de s'être débarrassé du corps, et d'avoir monté cette histoire de toutes pièces pour se couvrir. Les enquêteurs vont alors faire passer les collègues de Travis Walton au détecteur de mensonges, tant leur version semble totalement fantaisiste. Qu'ont-ils vu dans la forêt le soir du 5 décembre? S'étaient-ils querellés avec Travis Walton? Avaient-ils des comptes à régler avec lui? L'ont-ils blessé? L'ont-ils tué? Chacune de leurs réactions cérébrales est mesurée par les électrodes de l'appareil. L'examen dure une journée et les policiers doivent se rendre à l'évidence. Les bûcherons disent la vérité. 5 sur 6 d'entre eux disaient la vérité sur ce qui s'était passé d'après eux. Ils disaient tous qu'ils avaient vu quelque chose et que c'était un ovni. Travis Walton, lui, ne réapparaîtra que 5 jours plus tard en pleine forêt, vivant, mais quelque peu ébranlé. Et puis il a réapparu au coin d'une route, un peu secoué et hébété, et puis il s'est mis à raconter que il s'était réveillé à bord de l'OVNI. Quand je me suis réveillé, j'avais mal, je souffrais beaucoup. J'étais couché sur le dos et je n'arrivais pas à reprendre mes esprits. Ça venait et ça repartait. Et avant que j'aie pu reprendre totalement conscience, je me suis souvenu d'être monté à bord de cette chose. J'ai pensé que j'avais été blessé et que j'étais à l'hôpital. Mais quand j'ai enfin pu me concentrer, j'ai vu ces créatures penchées sur moi et j'ai réalisé que je n'étais pas à l'hôpital. Ils avaient une forme humanoïde, avec 2 yeux, un nez et une bouche, mais ce n'était certainement pas des êtres humains. Depuis ce jour-là, le bûcheron n'a eu de cesse de raconter son expérience pour le moins improbable. Mais son témoignage est très controversé. Certains disent que le jeune homme et ses collègues avaient consommé du cannabis et qu'ils ont été victimes d'une hallucination collective.
Cependant, force est de constater qu'aux quatre coins de la planète, d'autres témoignages comme celui de Travis Walton ont été recensés. Je pense que le phénomène est énorme et répandu dans le monde entier. Le problème, c'est que dans beaucoup de pays, les témoignages ne sont pas reportés. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de cas connus en France, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas. Je soupçonne des centaines de milliers d'enlèvements en France, mais ils n'ont pas été étudiés jusqu'à maintenant. Alors, faut-il croire aux ovnis? Faut-il croire en l'existence d'une autre civilisation quelque part dans l'univers? Que faut-il penser des témoignages que vous avez vus? Celui de Jack Crean dans son avion de chasse. Celui de Jean-Charles Duboc aux commandes de son Airbus d'Air France. Celui de Jean Grélé, ex-pilote de ligne. Tous sont formels. Ils ont vu des objets volants non identifiés. Et pourtant, il n'y a aucun doute sur leur santé mentale. Alors certes, il n'y a à ce jour aucune preuve formelle de l'existence d'une intelligence extraterrestre dans l'univers. Mais il n'existe aucune preuve inverse. Car il y a un argument de bon sens qui plaide en faveur d'une vie possible dans une autre galaxie. Nous sommes dans une galaxie qui a 140 milliards d'étoiles et qui fait 100 000 années-lumière de diamètre. Ça veut dire qu'à 300 000 km par seconde, 300 000 km par seconde, il faut 100 000 ans pour traverser la galaxie. Et il y a des milliards de galaxies. Donc il y a des milliards de milliards de milliards de milliards de planètes. Et oser dire que nous sommes les seuls êtres vivants de l'univers, ou en tout cas que s'il y a d'autres formes de vie, nous sommes les plus intelligents, c'est un grotesque absolu. J'ai absolument rien contre l'hypothèse extraterrestre. Je dis simplement que c'est une hypothèse, mais qu'on n'a pas, au jour d'aujourd'hui, le moindre début de preuve que ce soit ça. Vivement le jour où on trouvera une vraie preuve qu'il s'agit de ça. À un moment, il faudra bien se dire qu'on n'est pas tout seul. Il faudra bien que les gens l'admettent. Seulement, tant qu'aucune preuve formelle ne sera apportée, notre société continuera d'opposer le réel au surnaturel. Le possible à l'impossible. Le normal au paranormal. Ils ont vu des ovnis, mais n'ont rien dit pendant des années. Aujourd'hui, leur langue se délie et ce qu'ils ont à raconter est édifiant. Ce soir, pour la première fois, des policiers, des généraux et même un gouverneur des États-Unis ouvrent des dossiers jusqu'alors classés top secret. Bien sûr, ce ne sont que des témoignages, mais on ne peut s'empêcher de penser. Et si c'était vrai, nous ne verrions plus le monde de la même façon. Ce film a été réalisé sur la base de dossiers classés jusqu'ici top secret. Ils viennent d'être rendus publics. Pendant des années, les armées du monde entier ont été impliquées dans des observations d'OVNI. Jusqu'à aujourd'hui, elles n'avaient rien dit. La journaliste Leslie Kean a travaillé sur ces dossiers. Elle a rassemblé des documents, des témoignages inédits et de nouvelles preuves. J'ai travaillé avec de hauts responsables, des pilotes, des militaires, et avec un ancien gouverneur des États-Unis pour démontrer que les ovnis existent bel et bien. C'est un objet énorme et triangulaire. Que nous ont caché les gouvernements? De quoi avaient-ils peur? Il est temps de rétablir la vérité. L'une des plus incroyables histoires d'OVNI s'est déroulée en Belgique à la fin des années 80. Des centaines de témoins, civils, militaires et policiers ont tous observé le même phénomène. Je m'appelle Patrick Ferrin et je suis l'un des cofondateurs de la SOBEPS.
Une association dont la raison d'être est l'observation et l'étude de phénomènes aériens non expliqués. En 1989, il ne se passait pas grand-chose en Belgique concernant les ovnis. C'était à un tel point que nous avions décidé de fermer notre association puisque personne ne faisait d'observation. Et puis tout d'un coup, des choses étranges ont commencé à se produire dans la région d'Eupen. Historiquement, c'est le début de ce qu'on a appelé la vague belge d'ovnis. Je m'appelle Albert Kreutz. À l'époque du 29 novembre 1989, dans la soirée, je me trouvais en qualité de dispatcher au district de gendarmerie d'Eupen. Vers 17h30, une patrouille de police informe Albert Kreutz qu'un objet vole au-dessus d'un champ, tout en l'éclairant comme un stade de football. J'ai blagué avec eux puisque c'était fin novembre. Je dis, ça c'est Saint-Nicolas qui va descendre. Puis il me crie, regardez un peu par la fenêtre à l'étage, vous allez le voir. Je vais vers la fenêtre et je vois déjà passer l'objet 200 ou 300 mètres devant moi comme un bateau flottant au ciel. C'était magnifique à voir. Fait quand même croire que nous ne sommes pas les seuls sur Terre et dans l'univers. Je l'ai trouvé beau. Immédiatement, police secours est submergée d'appels d'habitants paniqués. Il y avait deux objets en même temps. Une patrouille reçoit l'ordre de suivre l'objet volant non identifié. Alors, restez en dessous. L'un des agents s'appelle Dieter Plumans, inspecteur de police. Plumans est en service avec son coéquipier. Il recherche des dealers près de la frontière des Pays-Bas lorsqu'il reçoit l'ordre de suivre l'OVNI. Quand nous avons entendu l'appel à la radio, nous roulions dans cette direction. Nous pouvions voir une lumière, une sorte d'objet au-dessus d'une tour à Henri-Chapelle. Et nous nous sommes dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Je leur propose de poursuivre l'objet et d'observer. Et ainsi, ils sont montés à Henri-Chapelle, où l'engin est resté immobile au-dessus de l'hospice Belleuil. Je crois que nous nous sommes arrêtés exactement à cet endroit. Nous avons vu un objet énorme de forme triangulaire devant nous, avec des lumières rondes aux angles. Et à un moment, un plus petit objet rouge est sorti. La lumière rouge clignotait en rythme, avec les plus grandes lumières blanches. Plumans et son coéquipier ont observé l'engin pendant plusieurs minutes. Quand soudain la boule rouge est comme aspirée par l'objet volant. Soudain, l'objet s'est élevé dans le ciel et s'est envolé. Les témoignages de Kreutz et Plumans font partie des nombreux signalements recensés cette nuit-là. En tout, 13 officiers de police ont expliqué avoir observé un objet volant non identifié, de forme triangulaire, et ce à 8 endroits différents de la ville. Plus de 60 personnes ont rapporté avoir vu la même chose ce soir-là. C'était une nuit historique parce que les observations étaient très similaires. Mais la vraie surprise, c'est que ce n'était que le début. Des personnes affirment avoir vu longuement et à plusieurs reprises des objets volants et lumineux de forme triangulaire. Ils ont vu dans le ciel un phénomène étrange, un ovni. Le jour suivant, la couverture médiatique était très importante. C'était à la télévision, dans les journaux, partout.
Immédiatement, nous avons pris notre voiture et sommes allés à Eupen pour interroger les gens qui l'avaient vu. Mon mari a vu quelque chose de tout à fait incroyable, l'ami de lundi. Et il a vu un objet énorme avec d'immenses rayons lumineux qui l'a suivi pendant plusieurs minutes alors qu'il rentrait à la maison. Voilà, il n'ose pas en parler parce qu'il a peur qu'on se moque de lui, mais moi, je tiens quand même à vous en informer. Nous avons récolté 150 observations différentes dans la même région. Toutes ces personnes décrivaient presque la même chose. Donc ça forme un triangle. Un triangle? Un triangle. Oui. Un grand objet noir de forme triangulaire. Avec chaque extrémité, un grand feu blanc. C'est vraiment comme les phares d'atterrissage d'un avion, mais beaucoup plus fort, parce que ça j'ai déjà souvent. Et au milieu de celui-ci, un gros clignotant rouge. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parlait pas d'objets triangulaires à cette époque, en 1989. À ce moment-là, en ufologie, les gens parlaient de soucoupes volantes, de disques, de choses comme ça, mais pas d'objets noirs de forme triangulaire. C'était inédit. Cette vague d'observation du 29 novembre 1989 attire l'attention de la presse internationale, incitant le gouvernement à fournir une explication. Le major général Wilfried de Brouwer est chargé par les autorités belges de fournir un rapport. En 1989, j'étais en charge de la protection de l'espace aérien dans le pays quand on m'a rapporté que 143 observations avaient été faites dans la région d'Eupen. La plupart des militaires qui reçoivent ce genre de dossier refuseraient de s'en charger, parce que ça ne fait pas partie de nos activités habituelles. C'est très difficile de reconnaître qu'on ne sait pas ce qui se passe. Quand ce dossier OVNI est arrivé sur mon bureau, j'ai failli avoir la même réaction. Mais là, il était question d'une intrusion de notre espace aérien, et en plus, nous hébergeons le QG de l'OTAN. C'était donc un problème de sécurité aérienne. Il fallait qu'on trouve ce que c'était. Le général de Brouwer contacte tout d'abord l'ambassade américaine pour savoir s'il pouvait s'agir d'un vol de bombardiers furtifs américains non signalés. Ils sont revenus vers nous et très vite nous ont confirmé que de tels vols n'avaient pas eu lieu au-dessus de la Belgique. Cette piste a donc été écartée. Les témoignages se multiplient. À plusieurs occasions, il s'agit d'officiers de police, de militaires ou même de météorologues de l'armée de l'air. C'étaient des témoins très crédibles, tous convaincus d'avoir vu quelque chose d'exceptionnel. Une des histoires qui a le plus intrigué de Brouwer a eu lieu 2 semaines après les premières observations. Plusieurs personnes ont rapporté avoir vu un engin triangulaire près de la commune d'Ernage. De Brouwer est particulièrement intrigué par le rapport du colonel André Hamon, un ingénieur en génie civil de l'armée belge. Je quittais la maison pour aller chercher mon fils à la gare ferroviaire de Jean-Blou. C'est 3 panneaux jaunes qui avaient un mouvement parallèle à ma trajectoire sur la route. En dessous, j'avais un feu rouge. Je ne comprenais pas du tout ce que c'était. Mon épouse me disait dans la voiture, bah, André, c'est certainement un avion. Et moi, comme je voulais aussi l'observer, je ralentissais ma vitesse. Et c'était ainsi de suite. Pendant 2 ou 3 fois, j'ai ralenti, j'ai accéléré. Et chaque fois, l'OVNI revenait à ma hauteur. Cet OVNI cet objet est passé derrière le bois de Sarernage. Moi, j'ai tourné également vers la gauche pour descendre devant la ferme, comme on verra tantôt. L'OVNI sortait de derrière le bois, là-bas. À un moment donné, j'ai vu le gros phare blanc s'approcher de nous, que j'évalue à environ 100 mètres. Et chose incroyable, l'objet volant est parfaitement silencieux. Le colonel Hamon et sa femme ont observé cet OVNI pendant près de 8 minutes. Mon épouse me dit, André, viens, rentre dans la voiture, moi je n'aime pas ça. À ce moment-là, le grand phare blanc, direction sud-ouest.
d'énergie qui est déployée pour pouvoir aller cueillir les ondes d'énergie et pour leur donner des accélérations comme ils ont fait, etc. Il faut pouvoir maîtriser cette technologie-là. Et actuellement, 20 ans après, je constate une chose, c'est qu'il n'y a pas d'engin qui puisse aujourd'hui faire ce que cet engin a fait. C'est pas possible. L'observation du colonel Hamon est prise très au sérieux par le gouvernement belge, qui décide de mettre en place une procédure spéciale au cas où d'autres ovnis se manifesteraient. Nous avons mis en place une procédure selon laquelle on ferait immédiatement décoller des avions pour observer ces ovnis. Mais au préalable, il y avait plusieurs conditions à respecter. D'abord, les témoins de ces phénomènes devaient faire un rapport à la police qui confirmerait l'observation. Ensuite, nous ferions appel à une station radar qui a autorité pour envoyer des avions de chasse. Je suis Yves Melbergs. À l'époque, donc en 1990, j'étais F-16 à l'escadrille, donc la 350e escadrille de chasse en Belgique. Nous avions donc entendu parler donc de la vague d'OVNI, en particulier dans la région de Liège et d'Eupen. Trois mois plus tard, le 30 mars 1990, de nouvelles apparitions d'ovnis sont signalées autour de la ville de Leuven. Comme prévu, nous avons décollé en formation du F-16 en direction de l'est de Bruxelles. Le but pour nous, c'était d'intercepter cet objet, ou en tout cas de s'en approcher et d'essayer d'identifier l'objet dans la mesure de nos moyens. Maintenant, voyageons en direction sud, à une vitesse extraordinaire. La vitesse à laquelle l'écho se déplaçait, grosse variation d'altitude, les grandes variations de cap, tout à fait particulier, unique. En fait, on a l'habitude en combat aérien de voir des objets ou des avions évoluer rapidement, mais ici, en l'occurrence, les variations étaient encore beaucoup plus importantes, ce qui laissait supposer que nous avions affaire, je veux dire, à un objet très particulier ou en tout cas différent d'un avion qu'on observe d'habitude. On va prendre dans les passés. Voilà, ici vous voyez le vecteur de l'objectif 300 degrés, vitesse 999. Bon, la vitesse d'un avion normal à cette altitude est log de 350-400 nœuds. Face à la pression du public et des médias, De Brouwer organise une conférence de presse pour discuter du vol de Milsberg. Voilà, ça c'est une vitesse de 1010 nœuds. Donc ça c'est la vitesse maximale qu'on a enregistrée. Le chasseur F-16 a enregistré un objet qui volait d'abord à une vitesse normale, puis tout d'un coup a tourné et accéléré à une vitesse bien supérieure à la vitesse du son. Aucun avion ne peut faire ça. Et donc les accélérations ont passé de 150 à 500 nœuds dans une fraction de seconde. Malheureusement, nous n'avons pu recueillir l'enregistrement radar que d'un seul F-16. L'enregistreur radar du deuxième avion était en panne. Donc, nous avions un problème. Le seul enregistrement dont on disposait a pu être faussé par des ondes électromagnétiques qui ont pu venir du sol. 100% sûr que vraiment il y avait quelque chose. À cause de la panne de l'enregistrement radar du deuxième F-16, les autorités ne peuvent confirmer les dires du pilote. Milsberg, lui, n'a pas de doute. Personnellement, je pense qu'il y avait effectivement un objet à cet endroit-là ce jour. À partir du moment où des témoins visuels des stations au sol et des avions, on a trois sources différentes qui observent en fait un objet au même moment, à la même partie. Sur base de ce que nous avons observé, on peut dire qu'il y avait effectivement quelque chose. Cette vague d'observation est unique dans l'histoire. Seulement le gouvernement belge ne dispose d'aucune preuve scientifique. Mais ce qu'ils n'avaient pas, c'était quelque chose d'irréfutable. Une preuve absolue qui permette de convaincre la communauté scientifique. Aucune preuve scientifique, certes, mais tout de même. 2000 témoins ont vu de leurs yeux des ovnis dans le ciel belge, et l'enquête sur ces phénomènes a duré près d'1 an et demi.
Ça a duré presque 18 mois, et puis soudain, fin de l'enquête. Sur les 2000 cas rapportés, on a enquêté sur 650 d'entre eux. Et sur ces 650, 500, je dis bien 500, restent inexpliqués. La question est ouverte. De quoi s'agit-il? Je ne connais pas la réponse. Je peux juste vous dire que ce n'était pas un avion, ce n'était pas un hélicoptère, ce n'était pas un dirigeable, pas un ULM, ce n'était pas un drone. Ça ne correspondait à rien. La vague belge reste un mystère. Et même aujourd'hui, 24 ans plus tard, les nombreux témoins n'ont aucune réponse à leurs questions. Je suis un peu frustré, parce qu'après 20 ans, il n'y a personne qui m'a encore donné une explication valable. Effectivement, il y avait deux objets en même temps, qu'on n'a pas trouvé d'autres explications. Je n'ai jamais vu d'objet volant de ce genre avant ce jour ou depuis. Et aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce que c'était. Est-ce un objet extraterrestre? C'est possible. Je ne peux dire que ce que j'ai vu. Mais que se passe-t-il quand une ville entière observe un ovni aussi grand que 2 ou 3 terrains de football? Je m'appelle Phil Symington, je suis l'ancien gouverneur de l'Arizona. Et au printemps 1997, un événement exceptionnel a eu lieu alors que j'étais en fonction. Je crois que les gens appellent ça les lumières de Phoenix. C'était un jeudi soir, le 13 mars 1997, à 20h30. Ma fille Monica est entrée en courant pour me dire que quelque chose arrivait de derrière la montagne. Donc, mes enfants et moi, nous nous sommes levés et nous avons couru dehors. Et j'ai regardé au nord. Ma femme et moi avons vu 3 lumières éblouissantes, disposées en triangle, qui s'avançaient vers nous. Il y avait 5 grosses lumières devant et ça avait la forme d'un boomerang. C'était un vaisseau, silencieux, proche du sol. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est sa taille. C'était gigantesque, massif. Je crois qu'on n'a même pas de centre commercial aussi gros que ça aux États-Unis. On se tenait là, à le regarder flotter vers notre maison, et on a pu l'observer pendant 5 ou 6 minutes. Ma femme et moi étions face à face. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit « Nous avons vu notre premier ovni ». Do these lights belong to visitors from outer space? Hundreds of people across the valley think it's a distinct possibility. What is described as a giant, brightly lit boomerang soars through the air. No official explanation of those strange bright lights. C'était partout, à la télévision, à la radio. Donc les gens sortaient de chez eux pour regarder le ciel. Et des milliers de personnes ont observé le phénomène. Des centaines d'appels arrivaient au bureau du gouverneur et au département de la sécurité civile. Les gens voulaient comprendre. Bien sûr, j'ai fait mon enquête auprès de l'armée. Et des membres de mon équipe ont appelé la base de l'US Air Force pour savoir s'ils faisaient voler des engins étranges au-dessus de la vallée. Mais je n'obtenais aucune réponse. Donc tout le monde se disait, mon Dieu, on ne sait pas ce que c'est. Something strange happened in the skies over Arizona that still hasn't been fully explained. It's something UFO enthusiasts are calling a major sighting. Pilots report seeing it in the air, yet military radar screens pick up nothing. Whatever it was, it has more than a few Phoenicians watching the skies tonight. Dans les semaines suivant l'incident, plus de 700 personnes ont appelé pour faire un rapport aux autorités et au Centre national des ovnis, une organisation privée de Seattle dans l'État de Washington. Et ces témoignages émanaient de pilotes, officiers de police et de militaires. Si les témoignages diffèrent sur des détails, de nombreux points communs apparaissent. C'est un objet massif et solide, peu éclairé en forme de delta ou de triangle. L'objet ne faisait aucun bruit en survolant la vallée. Plus important encore, les observations de l'OVNI ont été faites en différents points de la région pendant 1 heure et 36 minutes. We literally were laying down on the grass looking up at it. It was a solid object. Something that Alan could never explain. Real deal. C'était un cas d'observation d'OVNI fait par des milliers de personnes dans tout l'Arizona. Ils attendaient une sérieuse explication du gouvernement.
Imaginez la situation. Les gens devenaient complètement hystériques. Ils voulaient savoir ce qui s'était passé et voulaient savoir ce qu'on allait faire. Je posais des questions, j'essayais d'obtenir des réponses, mais tout le monde niait avoir vu quoi que ce soit au niveau officiel. Ça m'a laissé perplexe. Et puis, une conseillère municipale, Madame Barwood, a pris les choses en main. Elle a appelé le sénateur John McCain. Le sénateur a été le premier à obtenir une réponse de l'armée. L'US Air Force explique au sénateur McCain que les lumières sont en fait des fusées éclairantes lâchées par l'armée entre 21h30 et 22h. Mais comme les observations ont commencé à 20h15, soit plus d'une heure avant, il faut en conclure que l'explication de l'armée ne colle pas avec les témoignages des habitants de cette nuit-là. Les fusées ont été tirées à 22h au sud de Phoenix. Elles n'étaient pas lancées au-dessus de la ville ou dans la banlieue. Ce que ma femme et moi avons vu est arrivé à 20h30. Il me semble que cet objet soit passé à 20h30 et que les autorités ont pensé qu'il valait mieux se couvrir. Donc elles ont décidé de tirer des fusées éclairantes à 22h. C'était une tentative de diversion, oui. Ce qui prête à confusion, c'est que les lumières vues à la télévision ce soir-là sont effectivement des fusées éclairantes. Parce que les reportages ont été tournés vers 22h quand les fusées ont été tirées. Mais ça n'explique pas ce que tous les témoins ont vu. Les fusées ont été lancées 2 heures après que les observations aient commencé. Ce sont donc deux événements bien distincts. Les explications de l'armée américaine paraissent encore plus douteuses lorsque l'on écoute cet enregistrement d'un appel d'un pilote de l'US Air Force au matin du 14 mars. Nous avons apparemment reçu un appel de l'aéroport de Prescott Valley, un petit aéroport au nord. Il rapporte avoir vu un objet qui a évité de justesse une collision avec un petit avion. L'appel est arrivé à 20h32, c'est arrivé au-dessus de Phoenix en Arizona, au sud de la 7e avenue et la Indian School Road. Ils ne savent pas ce que c'était. D'après ce pilote, la base de l'US Air Force a envoyé 2 avions de chasse en observation sur la zone concernée après 20h30. Il a parlé à l'un des pilotes de chasse qui, à son retour, semblait très choqué. Le pilote de chasse de ce vol, il n'a jamais peur. Mais cette fois-ci, il était mort de trouille. Il ne sait pas ce qu'il a vu. Il a déclaré qu'ils ont suivi cet appareil qui se déplaçait sur une ligne droite vers l'aéroport de Sky Harbor, qui est un des aéroports principaux du coin. L'engin était à 18 000 pieds, et puis il est descendu jusqu'à peut-être 10 500. Il a vu 5 lumières distinctes formant un triangle. D'abord 3 lumières en formation serrée, et les autres lumières en étaient éloignées de 350 mètres. Ça l'a terrifié. Et après qu'ils aient atterri sur la base, ils ont été placés en isolement. C'était l'enfer en gros. Et la base a été fermée. Malgré ce témoignage précis et circonstancié, l'armée américaine nie tout en bloc. Les médias toutefois ne relâchent pas la pression. Le journal USA Today fait sa une sur les lumières de Phoenix, exigeant des explications. Le gouverneur Symington n'a pas d'autre choix que d'affronter la presse. Le 19 juin 1997, il annonce que le mystère a été résolu. And now I'll ask Officer Stein and his colleagues to escort the accused into the room so that we may all look upon the guilty party. Don't get him too close to me, please. Now, this just goes to show that you guys are entirely too serious. It really was a very... C'était un canular très amusant, mais les gens l'ont très mal pris. The wrong way. C'était insultant. J'étais très énervé, tout comme beaucoup de témoins. Beaucoup d'autres personnes voulaient témoigner, mais elles ont préféré se taire par peur d'être ridiculisées. Ça m'a mis en colère, parce que je sais ce que j'ai vu, et je n'ai pas aimé l'attitude du gouverneur. Cette chose était au-dessus de ma maison pendant 5 minutes, il devrait prendre ça en compte. Cette conférence de presse a agacé beaucoup de monde, et je le regrette aujourd'hui. Ce qui m'ennuie encore plus, c'est qu'en réalité, j'en savais beaucoup plus sur les lumières de Phoenix que ce que je voulais bien dire.
Et j'aurais dû parler plus tôt et plus ouvertement de ma propre expérience cette nuit-là. Le 13 mars, je dînais avec ma famille. La télévision était allumée, donc j'étais au courant de cette histoire d'OVNI. Donc j'ai pris ma voiture et je suis allé à Lincoln Drive, au-dessus de Squaw Peak, pour voir ce qui se passait. Quand je suis arrivé, il y avait pas mal de monde dans le parc. J'y suis resté pendant 5 ou 10 minutes et quelqu'un a dit « Regardez, regardez !» Et j'ai regardé au nord-ouest et il y avait ce gigantesque vaisseau qui devait mesurer plus de 900 mètres. Ça cachait une grosse partie du ciel. Et on pouvait voir d'autres avions dans le ciel, mais on aurait dit de simples petits points lumineux en comparaison avec ce vaisseau. Et c'est venu droit vers nous sans faire de bruit. Très doucement, pas très vite. Ça a comme glissé au-dessus de Squaw Peak. Et on pouvait voir clairement la forme de l'OVNI. Le gouverneur Symington a observé l'engin pendant presque 1 minute, avant que ce dernier n'accélère et s'évanouisse dans la vallée. Ça a disparu d'un seul coup. Vous savez, j'ai servi dans l'US Air Force et j'ai piloté toute ma vie. Je n'ai jamais vu une chose pareille avant. La technologie de ce vaisseau était incroyable, bien au-delà de ce que nous connaissons, c'est sûr. Je me suis dit, il vaut mieux que je me taise parce que je suis le gouverneur. Et si je me mets à parler de tout ça, ça va être la folie. Il ne faut pas oublier que j'avais un État à gouverner. Symington a gardé le silence durant son second mandat, mais aujourd'hui, 16 ans plus tard, il nous explique pourquoi son gouvernement à l'époque n'a rien dit. Les gouvernements ont tendance à vouloir donner une explication pour tout. Et il est très difficile pour un responsable de la vie publique d'admettre qu'il ne sait pas, qu'il ne peut pas expliquer ce qui se passe. Ça serait reconnaître qu'on est vulnérable. Mais l'expérience que j'ai vécue dans ce cas précis m'a appris une chose. Les hommes publics doivent être plus ouverts et plus courageux quand ils gèrent ce genre de problème. Il faut voir les choses de manière objective et dire « je ne sais pas ce que c'était ». Il est temps de faire face au problème des ovnis. Ce qui s'est passé cette fameuse nuit de mars 1997 n'a trouvé aucune explication logique. Le mystère des lumières de Phoenix reste entier. La grande majorité des observations d'OVNI sont rapportées par des civils, dont les témoignages peuvent parfois être contradictoires, imprécis et sujets à caution. Mais quand 60 militaires de l'Air Force observent un OVNI au-dessus de leur base pendant près de 45 minutes, l'histoire devient alors très crédible. Là, nous avons un haut gradé qui rapporte avoir observé un OVNI au-dessus d'une des bases militaires les plus importantes de l'OTAN. Et il n'y a aucune réaction. Je trouve ça stupéfiant. 33 ans plus tard, des témoins clés de cet événement acceptent de raconter cette incroyable histoire. On a dit aux témoins que cette affaire était classée top secret et qu'en aucun cas, ils n'étaient autorisés à parler. Voici exactement ce qui s'est passé dans la forêt de Rendlesham, dans le sud de l'Angleterre. Je suis le colonel Charles Halt. En 1980, j'étais commandant adjoint sur les bases de Bentwaters et Woodbridge en Angleterre. À cette époque, Bentwaters était l'une des principales bases de dissuasion nucléaire du monde libre. Notre mission en tant que base de l'OTAN était d'être prêt à riposter en toutes circonstances. Tôt le matin du 26 décembre, je suis allé chercher les registres de la police dans lesquels sont répertoriés les événements des dernières 24 heures. Alors que j'entrais dans le bureau, l'officier de service s'est mis à rigoler. Il m'a dit « Colonel, vous n'allez pas le croire, hier soir, 3 de nos policiers étaient en train de chasser des ovnis dans la forêt. Ils ont appelé pour dire qu'ils pensaient avoir vu un avion en train de s'écraser. Ils sont sortis pour vérifier, et là, ils ont eu une drôle d'expérience. Je lui ai dit, écoutez, ajoutez quelque chose dans les registres pour dire qu'ils ont vu des lumières, et on en restera là. » Le colonel Halt pensait qu'il n'entendrait plus parler de cette histoire d'OVNI, même si de nombreuses rumeurs circulaient sur la base.
Mais quelques jours plus tard, l'officier est obligé d'intervenir. 48 heures plus tard, on fêtait Noël entre collègues. Nous allions passer au dessert quand soudain, le lieutenant de garde nous a pris à part et a déclaré « Il faut qu'on parle. L'OVNI est de retour. » Je croyais que j'allais régler le problème en 5 minutes. J'ai pris mon magnétophone et un appareil de mesure d'ondes électromagnétiques pour aller dans la forêt. Tard dans la nuit du 27 décembre 1980, le colonel Halt, accompagné de 4 officiers, se rendent sur le lieu où l'objet était supposé avoir atterri 2 jours plus tôt. Avec mon magnétophone, je me dirige donc avec mon équipe dans les bois sur la zone supposée de l'atterrissage. Halt et son équipe localisent 3 marques au sol en forme de triangle sur le lieu supposé de l'atterrissage. Le niveau du champ magnétique est 10 fois supérieur à la normale. Le commandant commence alors à prendre cette affaire très au sérieux. Nous avons trouvé des traces étranges sur les arbres. Quelques branches étaient cassées, et quand nous avons regardé en l'air, nous avons remarqué une sorte de découpage dans la voûte du feuillage. Il était évident que quelque chose était passé au travers en descendant ou en montant. Soudain, quelqu'un a remarqué un objet rouge, brillant. J'ai tout de suite enclenché le magnétophone. Straight ahead, in between the switch, there it is again. Watch, straight ahead off my flashlight there. There it is. Hey, I see it too. What is it? We don't know, sir. Yeah, it's a strange, small red light. Maybe a quarter to half mile, maybe further out. Let's hold on to the edge of the clearing so I can get a better look at it. Tandis qu'Halt et son équipe se rapprochent, ils distinguent clairement l'objet. C'était ovale, rouge orangé, et il y avait comme du métal en fusion qui tombait au sol. Le centre était noir, un noir très profond, et cette partie clignait comme un œil. Ça bougeait horizontalement à travers les arbres, à 2 mètres du sol, en zigzagant, sautillant un peu de bas en haut, comme s'il cherchait quelque chose. De toute évidence, l'objet était contrôlé par une forme d'intelligence. La description du commandant Halt corrobore de nombreuses autres observations d'OVNI. Souvent, des témoins décrivent les OVNI comme des boules rouges qui semblent être contrôlées par une forme d'intelligence. En ce qui concerne le colonel Halt et ses officiers, ils s'apprêtent à vivre une expérience hors du commun. Nous l'avons observé pendant 2 ou 3 minutes et d'un coup, ça a explosé en silence, en 5 objets blancs et tout a disparu. Nous étions tous en état de choc. Je pensais que je n'arriverais jamais à l'expliquer. Les gens ne me croiraient jamais. C'était très étrange. Et puis quelqu'un a regardé vers le nord et a dit « Regardez, qu'est-ce que c'est ?» Et là, on a vu 4 ou 5 objets avec des lumières multicolores. Ils étaient à 900 1000 mètres d'altitude. Ces ovnis se déplaçaient très rapidement, tout en changeant de direction. On a essayé d'alerter la base par radio, mais il y avait beaucoup d'interférences. On craignait que ces ovnis ne détruisent le dépôt d'armes de la base en envoyant des rayons. On redoutait le pire. Soudain, un ovni s'approche au-dessus de nous. Il s'arrête et envoie un rayon à nos pieds. Le rayon était devant nous. On est resté immobile. Personne ne bougeait le petit doigt. Il y avait sûrement une explication à tout ça. Cherchait-il à communiquer? Ce rayon était-il une arme? Je ne savais pas quoi faire. Le colonel Halt et ses hommes sont paralysés par ce vaisseau qui se dresse au-dessus de leur tête. Pour ces militaires aguerris, c'est du jamais vu. Je n'ai jamais rien vu de tel.
Et puis d'un coup, l'objet a disparu aussi vite qu'il était apparu en un clin d'œil. Il n'y avait pas d'explication logique à tout cela. Je me suis dit, quand je vais raconter tout ça, ça va pas être bon pour ma carrière. En tout, plus de 60 militaires de l'US Air Force affirment avoir observé un ovni pendant ces 2 nuits. D'après des témoins, toute la base était sous le choc. Il faut rappeler qu'on était alors en pleine guerre froide. C'était une base de frappe nucléaire. Ces ovnis étaient apparus sur un site stratégique. Ça posait un problème de sécurité, à la fois pour les Américains et les Anglais. En tant que commandant adjoint, Halt doit écrire un rapport à ses supérieurs. Il rédige une courte note dans l'espoir de ne plus jamais en entendre parler. Cette base de l'OTAN étant située en Angleterre, la note est automatiquement transférée au ministère britannique de la Défense. Celui-ci conclut que cet épisode n'a pas d'incidence pour la sécurité nationale et classe le dossier. L'affaire ne refera surface que 10 ans plus tard. Je m'appelle Nick Pope. J'ai travaillé pour le ministère britannique de la Défense pendant 21 ans. Au début des années 90, j'étais chargé du dossier OVNI. Mon travail consistait à enquêter sur les affaires d'OVNI et de m'assurer qu'elles ne présentaient pas une menace pour la sécurité du Royaume-Uni. En 1994, Nick Pope réexamine l'affaire des ovnis observés dans la forêt de Rendlesham. Ce qui m'a interpellé, c'est l'absence totale de réaction officielle au rapport du commandant Halt. C'est l'une des rares fois où un haut gradé s'exprime sur cette question, où il raconte qu'un ovni a même atterri à proximité de bases de l'OTAN et personne ne réagit. Je trouve ça incroyable. Nick Pope entame alors une investigation de 3 ans, au cours de laquelle il va relever de nombreuses négligences de l'enquête officielle. L'incident de la forêt de Rendlesham impliquait les bases de Bentwaters et de Woolbridge. C'était des bases de l'US Air Force bien sûr, mais sur le sol britannique. Il y a donc eu confusion sur qui devait s'en occuper. Un autre problème est que la zone d'atterrissage de l'OVNI n'a pas été bouclée immédiatement. Les gens allaient et venaient et ils contaminaient le site. Ils auraient dû passer un détecteur de métaux, prendre des échantillons de terre. Ça n'a pas été fait. Au fil de son investigation, Nick Pope découvre l'une des failles les plus importantes de l'enquête officielle. Je cherchais à savoir si l'OVNI avait été repéré par un radar. Un des témoins avait indiqué qu'un objet non identifié avait été repéré sur les écrans pendant quelques secondes, puis s'était volatilisé comme par enchantement. Mais quand les Américains ont fait leur rapport aux Anglais, ils se sont trompés sur la date de ce repérage radar. Donc les Anglais n'ont pas examiné le bon écho-radar. Quand on a découvert cela, il était trop tard. Le bon enregistrement radar avait déjà été détruit. Pour moi, il était évident que la première enquête avait été complètement faussée. Face à ces négligences, Nick Pope va interroger un homme qui deviendra un témoin clé dans ce dossier. C'est le sergent américain James Penniston, responsable à l'époque de la sécurité de la base militaire. 2 jours avant l'observation du colonel Halt, le sergent Penniston avait lui aussi vu l'OVNI. Lui et 2 autres militaires s'étaient même approchés de l'objet, suffisamment près pour fournir des croquis détaillés de l'OVNI. Le sergent Penniston était à quelques mètres seulement de l'OVNI. Voyez la forme triangulaire ici. Souvenez-vous, on avait trouvé des traces de l'atterrissage en forme de triangle et un pic de radiation avait été enregistré sur place. Alors que je m'approchais du vaisseau avec 2 collègues, on a eu des problèmes de radio. L'air était très chargé en électricité. On la sentait sur nos vêtements, sur la peau, nos cheveux. Mais j'étais loin d'imaginer que j'allais être le témoin d'une chose incroyable. En effet,
Le sergent Penniston a observé l'OVNI pendant près de 45 minutes. Une des choses les plus étonnantes qu'il a remarquées étaient les symboles bizarres qui figuraient sur les côtés de la soucoupe. Ça ressemblait à des hiéroglyphes qu'il a dessinés sur un carnet. Plusieurs années plus tard, le sergent Penniston décide de briser le silence et parle devant la presse de sa stupéfiante expérience. 80 militaires chevronnés de l'US Air Force ont vu le décollage de l'OVNI. On nous a dit que l'affaire était classée top secret et que personne ne devrait en parler. I think in looking back at the Rendlesham Forest incident, it was very clear to me that rétrospectivement, il est évident qu'on disposait de preuves tangibles de l'observation d'un ou plusieurs ovnis au Royaume-Uni. L'observation des ovnis de la forêt de Rendlesham est considérée aujourd'hui comme l'une des plus probantes de toute l'histoire des ovnis. Ce dossier comporte plusieurs éléments récurrents observés dans de précédentes affaires. Des engins de forme triangulaire ou ovale qui se déplacent en silence et accélèrent d'un seul coup à une vitesse vertigineuse. Cette affaire fait figure de référence dans tous les dossiers d'OVNI où sont impliqués des militaires haut gradés, des hommes politiques, des pilotes. Tous les éléments de preuve de l'existence des ovnis dans cette affaire ne peuvent plus être passés sous silence. Qu'il s'agisse de la base de l'OTAN en Angleterre, des Lumières de Phénix aux États-Unis ou de ce que l'on a appelé la vague belge, une conclusion s'impose. Des milliers de témoins, militaires, civils, pilotes et policiers ne peuvent pas avoir été victimes d'une hallucination collective. Ces trois affaires permettent d'affirmer qu'il existe, vraisemblablement, une vie extraterrestre. La difficulté, bien sûr, dans l'étude des ovnis, si ce sont effectivement des manifestations de civilisation plus avancées, c'est que nous sommes plus ou moins dans la même position que des souris de laboratoire qui essaieraient de comprendre les biologistes. Ça va au-delà de notre imagination. Comme le disait Arthur C. Clarke, l'auteur de science-fiction, une vie extraterrestre, c'est un peu magique. L'histoire est pleine de récits de phénomènes nouveaux, mal compris, qui ont été ridiculisés, dont on s'est moqué. Pourquoi? Parce que des scientifiques ne se sont pas penchés dessus, ou ne se pencheraient pas dessus pour une raison ou une autre. Il faut que ça change. Dans notre culture, nous avons tendance à ridiculiser les observations d'OVNI. Et c'est un problème. Il serait grand temps de prendre cette question au sérieux. Vous savez, ce ne sont pas que des lumières d'avion, des ballons météo et des canulars. Il y a un véritable phénomène là. C'est quelque chose que la communauté scientifique devrait examiner de près. Il devrait vraiment s'impliquer. Potentiellement, nous avons beaucoup de choses à apprendre de ces observations. Aujourd'hui, nous disposons d'une technologie qui est très avancée pour observer les planètes, les étoiles, les galaxies. Mais alors, pourquoi n'utilisons-nous pas ce savoir-faire pour photographier les ovnis? Pourquoi n'essaie-t-on pas d'utiliser cette technique pour filmer des ovnis? J'ai pas la réponse. En tout cas, c'est la raison pour laquelle j'ai lancé ce projet personnel, comme un hobby, pour photographier les ovnis. J'utilise un capteur de mouvement digital, une technologie habituellement utilisée pour les effets spéciaux, et nous espérons bien ainsi photographier les ovnis. Ce projet est connu sous le nom de UFOTOG, ou la photographie d'OVNI. Il utilise des caméras spécialement conçues et des antennes radio pour enregistrer des images et des données de la voûte céleste. En observant le même point dans l'univers, on peut déterminer ainsi la vitesse, la trajectoire et l'altitude de n'importe quel objet volant et savoir s'il s'agit d'un avion ou d'un ovni.
Mon projet, c'est de produire un jour des clichés d'une valeur scientifique indiscutable. Des images qui pourraient être analysées par les plus grands scientifiques pour dire oui ou non s'il s'agit d'ovnis. De mon point de vue, il est peu probable que nous ne trouvions pas ces prochaines années des preuves de l'existence d'une intelligence extraterrestre dans l'univers. Ça va arriver un jour prochain, et j'espère bien que je serai à l'origine de cette découverte. C'est une époque excitante pour la recherche sur les ovnis. Il y a de fortes chances que nous trouvions de nouveaux indices sur l'existence des ovnis. Mais il faudra faire très attention et se montrer très sélectif et très rigoureux dans l'examen de ces nouveaux indices. Il y avait quelque chose, un petit objet noir, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous n'avez pas envoyé d'avion sur la zone? Affirmatif. Nous n'avons personne là-bas pour le moment. Je conduisais sur l'autoroute 101. Les dossiers d'OVNI que nous avons étudiés ce soir sont les plus crédibles à ce jour. Vous avez entendu les récits de témoins oculaires incontestables. Un commandant de base de l'OTAN, un commandant en chef de l'US Air Force, des policiers et un ancien gouverneur. Tous n'ont pas hésité à mettre leur réputation en jeu pour raconter leurs histoires, des histoires auxquelles personne ne voulait croire au début. Ces témoignages conjugués aux preuves matérielles, signaux radars, photos, enregistrements, ne laissent plus beaucoup de place au doute. C'est l'accumulation de preuves irréfutables venant de pilotes, généraux, des officiels qui, selon moi, prouvent qu'il y a un phénomène physique qui n'a pas été expliqué.